Chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous à plus d'un titre. D'abord parce que vous êtes nombreux. Et je ne suis pas certain que la concurrence attire autant de monde. Et donc je vous félicite alors même que cette élection semble de guère intéresser les Français. Et d'ailleurs, il y aurait quelques raisons pour cela de ne pas être très intéressés. D'abord parce que les nouveaux cantons, les nouveaux territoires dans lesquels vous allez choisir vos candidats, vos élus ont été redécoupés de manière un peu sauvage. Ensuite, parce qu'on a introduit en France un mode de scrutin qui est unique au monde, ce système où, d'habitude, vous savez, vous votiez pour un candidat. Cette fois-ci, vous votez pour deux candidats pour le prix d'un, si je puis dire. Non, pas pour le prix d'un, justement. Ils auraient pu faire de cette opportunité l'occasion de réduire non seulement le nombre des cantons, mais aussi le nombre des élus. Non, ils ont doublé le nombre des candidats en diminuant de moitié. Cherchez la logique. En tout cas, ceci doit s'ajouter au fait qu'on ne connaît toujours pas précisément les compétences des assemblées départementales, même si le texte sera voté la semaine prochaine. Mais tout cela traduit quand même de la part du gouvernement comment s'appelle-t-il, de Manuel Valls, pardon, une certaine improvisation et un certain désordre. Alors, mesdames et messieurs, j'entendais tout à l'heure Olivier Fabre nous dire qu'il ne fallait pas rater le train de l'alternance parce que ça faisait 52 ans qu'on attendait l'autoroute. Je faisais le calcul avec Pascal Bugis et on se disait que dans 52 ans, on ne serait quand même pas très très bien et qu'il faudrait quand même vraiment que vous décidiez à faire les bons choix dans une dizaine de jours. En tout cas, ces bons choix, ils ont été facilités par quelque chose d'important, c'est qu'avec Philippe Folliot, nous avons fait tous les efforts nécessaires, tous les efforts humains, tous les efforts politiques, psychologiques et tous les autres que vous pouvez imaginer pour que nous puissions vous présenter à l'occasion du renouvellement de l'ensemble de l'Assemblée départementale l'unité de la droite et du centre. C'était un moment historique et je vous demande de féliciter tous les artisans parce qu'il n'y a pas eu que Philippe et moi, il y a eu aussi le maire d'Albi, le maire de Castres, le maire de Gaillac, le maire de Mazamet. J'en profite d'ailleurs pour saluer le maire de Mazamet qui nous accueille chez nous avec l'ensemble des équipes que forme notre alliance pour le Tarn et pour l'alternance. C'est un maire courageux, c'est un maire lucide, c'est un maire imaginatif et je vous demande à nouveau de le saluer. Et puis je suis heureux de vous retrouver parce que ça faisait quand même quelques temps qu'on ne s'était vu, même si de temps en temps je viens voir, j'en vois quelques-uns qui sourient, de vieux amis qui m'ont accompagné dans mes campagnes électorales depuis maintenant 22 ans. Et j'ai l'impression d'avoir encore une trentaine d'années quand je reviens ici à Mazamet, parce que Mazamet, c'est pas un pays tout à fait comme les autres. Mazamet, c'est une terre de courage, c'est une terre où on a le sens du travail, de l'engagement, à travers en particulier l'activité industrielle qui a été le fleuron de l'activité industrielle tarnaise et de Midi-Pyrénées. Mazamet, c'est aussi un territoire mystique où les convictions religieuses restent à la fois intimes et en même temps fortes. Et quand on parle de l'intimité de la conscience religieuse, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a le sentiment qu'on n'est plus tout à fait chez nous parce qu'il y a des débordements qui ne correspondent plus exactement aux principes de la République. Et puis, Mazamet, c'est aussi une ville qui a toujours su s'ouvrir sur l'extérieur. Bien sûr, dans un cadre régional, mais qui a envoyé aussi beaucoup de ses talents dans le monde entier. Des talents qui se sont exprimés dans l'industrie, dans la finance ou dans bien d'autres activités de services. Bref, une petite ville de 10 000 habitants, à l'instar de la mienne, Lavore, mais qui a su savoir porter très loin l'esprit d'une ville qui était une ville conquérante. Et cette ville conquérante, elle doit le redevenir, et elle peut le redevenir. Elle en a les outils maintenant. Et c'est précisément à l'occasion de cette alternance départementale que Mazamet et la vallée du Torrey, on profite pour saluer l'ensemble des maires qui sont présents autour de nous et qui donnent au tissu social un peu plus de solidarité, un peu plus de force, avec beaucoup de bon sens. C'est ici que ça va pouvoir redémarrer, cette alternance. Alors, vous savez, il y a de nombreuses raisons pour ne pas voter pour les autres et de voter pour eux. Alors, les raisons négatives, évidemment, on les sert toujours en dernier. Moi, je voudrais les servir en premier, parce que les candidats qui vont affronter, quels sont-ils? C'est les candidats du Parti socialiste, même si le Point et la Rose ont disparu des affiches, hein, je ne crois pas en avoir vu.
Il y a le candidat du Front National. Je ne sais pas s'il y a des candidats des Verts ici. Non, il n'y a pas de Verts. Non, il n'y a pas de Verts. Les Verts sont avec les roses ou avec les rouges. Enfin, c'est pas une question de saison, c'est une question d'alliance d'intérêt. Mais ce sont des gens qui, à travers la majorité départementale, la majorité albigeoise, soutiennent un gouvernement, un président de la République, marqué par la trahison et par l'échec. Comment peut-on appeler autrement que trahison la façon dont, aujourd'hui, à travers M. Macron, le gouvernement se comporte à l'égard des milieux économiques? Rappelez-vous, il y a 3 ans, au moment des élections présidentielles, il nous disait, dans un discours, je crois, en Seine-Saint-Denis, arrière la finance, l'ennemi c'est la finance, c'est l'adversaire dont on ne connaît pas le nom, l'adversaire invisible, etc. Mais c'est toujours la finance qui est derrière. Ils ont voté il y a quelques semaines la loi Macron, qui est une loi qui a attiré l'hostilité de la gauche du Parti socialiste, et en particulier de notre brillante députée, Madame Gourjade. Une loi qui réussit quand même ce prodige social à faire travailler les gens le dimanche pour le même tarif. Si vous voulez. Avant, c'était on travaillait plus pour gagner plus. Maintenant, on va travailler plus pour gagner autant. C'est quand même pas un progrès social. Et je comprends que la gauche du Parti socialiste ait été un peu révoltée par cette remise en cause de ce qu'on pourrait appeler les acquis sociaux, ou en tout cas les acquis du socialisme. Tout cela s'est soldé, comme l'a rappelé Olivier, par une augmentation phénoménale du chômage. 620 000 chômeurs supplémentaires. De surcroît, les impôts ont explosé, plus de 80 milliards d'impôts supplémentaires, matraquant les personnes physiques, matraquant les entreprises, des charges sociales qui explosent à travers le RSI, effectivement, et sans que pour autant les déficits publics et les comptes sociaux ne voient leur situation améliorée. C'est-à-dire qu'on a à la fois, si vous voulez, non pas le beurre, l'argent du beurre et l'amande infirmière, mais on a l'ensemble, la palette complète des inconvénients de cette politique. J'ajouterais que sur le plan de l'autorité de l'État et de la dignité du président de la République, on a eu aussi un certain nombre de leçons grandioses quand même. On n'avait jamais connu dans l'histoire de notre 5e République un président de la République qui se déplaçait nuitamment en scooter. Vous imaginez Gérald de Gaulle ou Georges Pompidou sur une Vespa dans les années 60 allant voir une copine. Non. Enfin, je veux dire, il a fallu attendre François Hollande pour qu'on voit la palette complète de ses activités intimes honorer, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, nos médias. Tout ceci est quand même un peu lamentable. Alors, il y a une seconde raison pour laquelle, évidemment, on ne peut pas voter pour ces gens-là. Ce sont des raisons à la fois départementales et des raisons locales. On a parlé tout à l'heure de l'autoroute. Bon, l'autoroute, on l'avait il y a 4 ans. La décision avait été prise par François Fillon. Vous vous en souvenez, je vous l'avais annoncé ici même, par François Fillon. On a perdu 4 ans. Au moment des élections législatives, souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils disaient tous mes concurrents? Didier Oulès, pas grand-chose. Il ne la défendait pas, l'autoroute. Il avait peur de perdre l'électorat vert. Le candidat du Front National, à fond hostile, pleine démagogie, l'autocar vers la démagogie, c'est-à-dire on veut une 2 fois 2 roues, une 2 fois 2 voies gratuite. Bah voyons, et quoi encore, et l'ouverture du bistrot tous les 15 km. Non, c'est pas sérieux. Et puis il y avait Mme Gourjade qui, elle, en parfaite cohérence, était contre parce qu'elle était alignée sur l'extrême gauche et sur les Verts. Bon. Et ce sont ces gens-là qui voudraient aujourd'hui nous donner des leçons. Tous ceux qui, justement, à l'occasion d'une élection importante, une élection nationale qui concernait aussi l'avenir de notre bassin de vie à Mazamet, qui voudraient aujourd'hui nous récolter vos voix, vos remerciements, alors que tant de temps ont été perdus et tant d'hypocrisie déployée. Non, tout ça n'est pas sérieux. En plus, vous savez, M. Carzak, il prend une certaine hauteur, une certaine raideur pour dire que tout ce qui peut être fait pour améliorer la gestion du département l'a été. 99e sur 99. Je veux dire, on a tous, pendant notre cursus scolaire, eu des moments de difficulté, mais enfin, on n'a pas toujours été dernier
pendant toutes les années du collège, plus les années du lycée. Et eux, avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de certitude en eux-mêmes, ils ne veulent même pas assumer ce bonnet d'âme que très opportunément Olivier vous a montré. Les impôts qui augmentent de 50%, s'ajoutant aux augmentations, encore une fois, que l'on subit depuis 3 ans. Bref, mesdames et messieurs, honnêtement, il y a peu de raisons pour voter pour... J'ajouterais que, à ceux qui seraient tentés de voter pour le Front National, honnêtement, je voudrais leur dire la chose suivante. Au Front National, on considère que la droite et la gauche, c'est la même chose. Alors, je ne voudrais pas prendre mon cas personnel, mais vous avez eu l'occasion quand même de comparer la façon dont un député de droite ou un député de gauche peut se comporter vis-à-vis de ses électeurs. Première chose. Deuxième chose, comparer les villes de ce département, de notre département. Comparer la gestion de Mazamet, d'Albi, de Castres, de Lavore, le niveau de développement de ces villes, la qualité de gestion qui a été déployée dans chacune de ces municipalités, et mettez ça en parallèle avec Groyet ou Carmaux, ou même La Bruyère jusqu'à une date récente. Et le pauvre maire de La Bruyère, aujourd'hui, il est affronté à une situation budgétaire difficile parce que ses prédécesseurs lui ont laissé une gestion municipale invraisemblable. Groyet, Carmaux, d'un côté, Groyet, Carmaux, Mazamet, Castres, Albi, Lavore, de l'autre. S'il n'y a pas une différence entre la droite et la gauche, je veux bien me faire cardinal, et honnêtement, je n'ai pas la vocation, mesdames et messieurs. Alors, voilà beaucoup de raisons qui vous conduiraient à vous détourner des sirènes de l'autre côté. J'ajouterais aussi pour le Front National, parce que on est sûr qu'il y a quand même dans une assemblée de 200 ou 300 personnes, des personnes qui ont voté au moins une fois pour le Front National. C'est statistique. Au moins 40% ou 45%. Donc je voudrais quand même renfoncer un peu le clou. Il y a quelques semaines, Madame Le Pen, elle a applaudi le succès d'une majorité d'extrême gauche qui est arrivée au pouvoir en Grèce. Syriza, ou un truc comme ça. Bon. Elle a applaudi. Comme M. Mélenchon. Comme M. Mélenchon. Ce fameux gouvernement porté par l'extrême gauche, alors on dit, ouais, ils n'ont pas de cravate, donc ils sont un peu différents des autres. Je ne dis pas ça pour Pascal Bugis, mais honnêtement, c'est un nouveau style en politique. Non, c'est un gouvernement qui était formé avec une majorité d'extrême gauche, avec la volonté, à titre d'exemple, pour la bonne bouche, si je puis dire, de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, de faire un bras d'honneur à tous leurs créanciers, de réintégrer au passage toutes les femmes de ménage du ministère des Finances qui avaient été virées par le gouvernement précédent, etc. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils dénonçaient à travers la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, le Fonds Monétaire International, ils sont aujourd'hui à genoux pour obtenir un rééchelonnement de leurs dettes. Ils doivent, à la fin du mois, rendre 8 milliards d'euros à leurs créanciers, et maintenant, ils n'ont pas de mots assez doux, justement, pour convaincre ces créanciers d'accepter une petite rallonge ou un report du paiement des échéances. Et c'est le Front National en France, le Front de gauche, et puis quelques autres qui veulent faire chic, qui nous disent, mais finalement, Syriza, c'est quelque chose de bien. Mais même eux ne tiennent pas leurs engagements. Même ceux qui se disaient les plus proches du peuple grec, les plus en cohérence avec la colère, peut-être légitime, du peuple grec, on n'a pas à en juger, on n'est pas grec après tout, même eux se sont mis à être un peu plus rationnels dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. J'ai relu avant de venir le programme économique du Front National. Bon. Qu'est-ce qu'il préconise, à titre d'exemple? Alors, je ne veux pas parler de... le sortie de l'euro, le soir de l'élection de Marine Le Pen, tous ceux qui ont Internet chez eux, ils vont sur leur ordinateur et ils virent leurs économies à la Commerzbank à Francfort, parce qu'au moins, ils ne perdront pas 20, 30 ou 40% de leurs économies. Bon, passons. C'est un détail, si je puis dire. Bon. Ils veulent nationaliser les banques.
Alors, on aurait pu penser qu'il citerait les banques d'affaires. Banque d'affaires, c'est comme avocat d'affaires, ça rappelle les affaires, donc c'est pas joli. Bon, on aurait pu penser aux banques d'affaires. Lazare, Rothschild, les banques de dépôt, c'est-à-dire LCL, la Société Générale, Banque Mutualiste, etc. Mais qui paye une nationalisation d'une entreprise, bancaire ou non? Qui paye? Le contribuable. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel bien connue des juristes, il faut que l'indemnisation soit juste et équilibrée, etc. Bon, donc il faudrait payer, c'est-à-dire des centaines de milliards d'euros. Payés par qui? Par vous. Et qui d'autre? Ils veulent aussi nationaliser les entreprises qui distribuent l'eau. C'est-à-dire Suez, quoi, en clair. Veolia. Alors, vous rajoutez une louche de 200 ou 300 milliards d'euros. Et on les paye comment? Et ce sont ces gens-là, c'est ce parti, qui veut constituer une alternative. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas posé des problèmes justes, qui auraient dû être réglés depuis longtemps par la droite si elle avait eu tout le courage nécessaire qu'il fallait au moment où elle était au pouvoir. Mais enfin, quand on pose des problèmes, il faut aussi apporter des solutions. Il y en a quand même pas mal ici parmi vous qui ont été dans l'entreprise ou qui sont dans une activité libérale ou qui sont affrontés à des problèmes éducatifs dans le collège ou le lycée ou l'école dans lequel ils enseignent. Et ils savent bien qu'il faut apporter des solutions aux problèmes. Ou alors on ne vit pas dans le même monde. Voilà, mesdames et messieurs, quelques bonnes raisons de ne pas voter pour les autres. Alors, les bonnes raisons de voter pour eux, les raisons positives, vous les avez en tête, je ne vais pas vous les rappeler. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis 30 ans, ça suffit, pour qu'on n'ait pas encore 52 ans, comme dirait Olivier Fabre, à subir avec les autres. Merci à tous et merci à tous.